Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce Café Endurance Info après vous avoir fait faux bond 2 dimanches soirs de suite pour des occupations soit familiales, soit professionnelles. On est très heureux de vous revenir ce soir pour un café un peu spécial. Ce sera le café stratégique d'Endurance Info en compagnie bien sûr de Laurent Mercier. Bonsoir Laurent. Salut Thomas. Alors Laurent, on va aussi avoir un invité ce soir et l'invité ce sera Christophe Besse qui est ingénieur dans le milieu du sport automobile. On va avoir l'occasion de vous parler de son parcours, de vous parler de la stratégie aussi des logiciels notamment qui sont mis en place. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Christophe, alors en quelques mots Christophe, on va revenir un peu sur ton parcours, je pense que c'est important pour faire la présentation. Ingénieur, passionné j'imagine par la compétition depuis toujours, tu es passé pratiquement par toutes les disciplines, Formule 3, Formule 1, Rallye avec Citroën en WRC, Endurance notamment avec Peugeot, avec Porsche aussi. Ça devient d'où tout d'abord cette passion du sport auto? Alors ça, j'en sais trop rien en fait. Quand j'étais petit, j'habitais à la campagne et puis mes copains ils étaient plutôt passionnés par la moto. Je sais pas, c'est peut-être par esprit de contradiction. Moi, j'ai choisi les 4 roues. Donc voilà, j'ai toujours après voulu travailler dans le sport auto, mais c'est pas facile quand on vient d'un milieu populaire, sans lien avec le sport familiale auto. Ouais, voilà. Et puis par hasard, je suis tombé sur un cousin éloigné que je connaissais pas, qui connaissait une équipe de F3, qui m'a mis en relation. J'ai fait mon premier stage là-bas. À l'époque, c'était le début de l'acquisition de données dans les équipes de F3. C'était vraiment le début. Il y en avait en F1, mais en F3, c'était peut-être la première année, dans les années 90. Et donc, ils avaient besoin d'étudiants qui savaient utiliser un ordinateur, etc. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que la passion est venue. Alors Laurent, puisque c'est toi qui as proposé effectivement qu'on accueille Christophe ce soir avec nous dans ce Café Endurance Info, explique-nous un peu quelle est l'idée, parce qu'une fois encore, ce sera votre Café Endurance Info, on compte sur votre participation exactement. Laurent, quelle était l'idée finalement en invitant Christophe ce soir? Je pense que la stratégie, c'est quelque chose qui parle pas forcément aux fans parce qu'on n'a pas, je veux dire, quand tu regardes une course, généralement, tu as ton écran de télé. Alors, tu peux rajouter un deuxième écran avec le classement. Mais c'est sûr que les stratèges et les ingénieurs, je pense, ont pris de plus en plus d'ampleur. Je pense que Christophe pourra le confirmer, de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Il faut préparer. Je pense qu'il y a une grosse préparation en amont. Et moi, perso, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de faire connaître un petit peu le système. En plus, Christophe, comme tu l'as précisé Thomas, a aussi une société à côté qui crée des logiciels. Donc c'est vraiment une double casquette et je pensais que c'était plutôt intéressant de faire connaître un peu au plus grand nombre comment ça se passe une stratégie de course, combien de temps c'est établi avant, le fait que ce soit remis en temps réel en fait, si jamais il y a un problème, si jamais il pleut, si jamais la voiture elle s'arrête. Ça doit être un casse-tête et une usine à gaz pour quelqu'un qui n'est pas issu du milieu. Je pense pour Christophe, ça doit aller. Pas du tout, Mais je pense pour celui qui est devant son écran ou devant son ordinateur, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de changer un petit peu. Voilà, on aura l'occasion certainement de reparler un peu d'histoire aussi et de replonger avec Christophe peut-être dans certaines des plus belles victoires ou pourquoi pas aussi, il faut bien le dire, parfois des erreurs stratégiques éventuellement. Mais j'imagine Christophe, Laurent le disait, la stratégie c'est quelque chose que l'on prépare longtemps à l'avance. Et je prends l'exemple de la dernière course en date, le championnat du monde d'endurance qui a repris ses droits hier sur le circuit de Spa-Francorchamps. Canicule en Europe centrale, il fait sec depuis 15 jours. La stratégie est bien dessinée et puis on est à Spa-Francorchamps, 12h30, averse, orage et là, patatras, tout est remis par terre. Ah ouais, complètement. De toute façon, en fait, on prépare souvent les courses quand on pense que ça va être sec. Donc là, on fait notre plan A. Après, quand il pleut, c'est difficile de préparer ça, quoi. Donc, on prépare juste les moments où on peut changer de pneus. C'est-à-dire, c'est les croisements entre les slicks et puis les wets, par exemple. C'est-à-dire qu'on a un lap time de référence. On dit quand on est en wet, quand on atteint ce lap time-là, il faut passer sur des slicks. C'est le point de croisement, on va dire. Donc, il faut connaître ces trucs-là, essayer de les avoir vus pendant les essais.
Mais on peut pas faire beaucoup mieux parce qu'on peut pas préparer une stratégie sur des événements comme ça, quoi. À partir du moment où il y a de l'imprévisible, on imagine effectivement que la stratégie au départ est difficile à établir. Ouais, voilà, on peut pas l'établir au départ. Par contre, ce qu'il faut quand même, c'est avoir des bonnes infos météo pendant la course pour faire les bons choix quand même, hein, parce que changer de pneu pendant que ça roule, ça c'est facile parce que en fait c'est le pilote qui va nous dire à un moment là j'arrive plus à survivre avec mes slicks, il faut absolument qu'on mette des wets maintenant. Après nous on regarde si on s'approche du point de croisement, on dit ouais ok là on met des wets, pareil dans l'autre sens, hein. Mais par contre après c'est quand le pilote va s'arrêter parce qu'il peut plus conduire avec ses slicks, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça dépend des prévisions météo qu'on a, quoi. C'est-à-dire que si jamais on est à Spa par exemple, on sait que ça sèche très vite à Spa. Moi je me souviens d'une course avec la 908 il y a quelques années maintenant, où il a commencé à pleuvoir et puis c'était Stéphane qui était dans la voiture, Stéphane Sarrazin à l'époque, et on lui a dit il faut absolument que tu survives en slick parce qu'on sait que ça va pas durer longtemps et normalement ça va sécher assez vite, tu vas perdre pas mal de temps mais moins que de rentrer changer de pneu 2 fois parce que forcément il aurait fallu mettre les wets et après remettre des sticks. Donc on a fait ce pari-là, ça a marché. Alors après, avec la météo, c'est souvent des paris, hein, parce que c'est jamais complètement carré, quoi. Et je pense que là, un coup comme ça, Stéphane, il doit te maudire un peu, parce qu'il doit dire, attends, c'est quand même moi qui suis dans la voiture, c'est moi qui dois la maintenir sur la piste, vous êtes gentils là les gars, là, mais c'est quand même pas très très simple non plus, tu vois, quand il pleut et tout. Ouais, mais Stéphane, il aime bien. Non, mais okay. Ils sont passés de rallyman, ça, ses capacités d'avoir été rallyman, lui qui a notamment été pilote officiel Subaru, entre autres, en championnat du monde. Exactement, ouais. Mais en fait, on l'impose pas au pilote quand même, hein. C'est-à-dire qu'on discute avec lui pendant qu'il roule et on lui dit, voilà, l'averse, ça va durer 5 minutes, est-ce que tu te sens de garder tes slicks pendant cette averse-là, et comme ça, on économise 2 arrêts et on gagne la course, quoi. On dit, ok, on est pas. Et toi qui fais Le Mans et qui fais Spa, parce qu'on l'a pas dit, mais tu as aussi travaillé chez Bentley à Spa, au Mans, vous avez un météorologue, je suppose, qui décrypte toutes les données météo. Est-ce que c'est la même chose à Spa aussi, aux 24 heures? On est obligé, à Spa, t'as pas le choix. Il faut quelqu'un avec nous, hein, ça c'est sûr. Hein. Et c'est toute la difficulté, c'est justement, on crée des protocoles de communication avec le gars de la météo, bien en amont de la course, pour être sûr d'être capable de bien parler et de bien se comprendre entre ingénieurs et prévisionnistes, parce que finalement, c'est pas tout à fait le même langage. Souvent, un prévisionniste de Météo France, il va nous dire il y a une averse qui arrive nord-ouest dans 5 minutes, tu vois, par exemple. Quand tu es sur le bord de la piste, toi, tu comprends rien, tu sais pas ce que ça veut dire. Donc on fait des trucs un peu plus carrés en disant voilà, elle arrive secteur 2 du circuit qui est bien précisé sur une map qu'on a tous, et pas dans 5 minutes parce qu'on sait pas quand le gars va voir le message, mais on lui dit il faut qu'il nous dise ça arrive à 15h32, etc. quoi. Donc des trucs bien carrés, bien structurés, que quelqu'un qui fait de la météo a tendance à pas utiliser, et il utilise plus des formules un peu poétiques de temps en temps, et nous, ingé, on n'aime pas trop ça. Et le service météorologie, il est le même pour chaque équipe. Si vous prenez le service, vous avez le même service, par exemple, je sais pas, je prends au Mans, si tu as 2 constructeurs peuvent avoir le même météorologue, le même service de météorologie, par exemple. Ouais. Bon, on a beaucoup travaillé avec Météo France. Alors maintenant, en WEC, par exemple, Météo France fournit aussi le WEC, qui fournit un service aux équipes, qui est un service un peu basique, entre guillemets. Et après, chaque équipe peut avoir son propre gars de Météo France dans l'équipe pour avoir un service un peu plus évolué, hein, et un peu plus proche de l'équipe, quoi. Est-ce que vous avez aussi, par rapport à la météo, des spotters, si on peut dire, des sortes de témoins qui sont autour du circuit et qui peuvent vous donner des infos? Je sais qu'en rallye, ça existe, par exemple, où il y a des responsables météo qui sont affichés ou pas affichés, d'ailleurs, aux couleurs des équipes. Moi, j'en ai croisé quelques-uns sur les spéciales parfois, et notamment Monte-Carlo, qui sont là en disant, tiens, il va reneiger, qui peuvent prévenir à l'avance. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi en circuit? Oui, en rallye, il y en a partout, hein, dans toutes les spéciales, parce que j'ai fait du rallye. À plusieurs endroits, les spéciales d'ailleurs. Ouais, c'est obligé, et pas que pour la météo, hein, aussi pour choisir les pneus au départ de la spéciale, notamment au Monte-Carlo par exemple. C'est des rallyes compliqués, mais on le fait moins en circuit parce qu'en fait, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on prend un radar portatif
Météo France amène son radar portatif, donc normalement on a à peu près les infos et on n'a pas forcément besoin d'avoir des spotters. Mais suivant la taille de l'équipe, on peut envoyer des spotters sur le terrain quand même, quoi. Je me souviens avec Porsche, on a déjà envoyé des Chinois parce qu'on faisait une course en Chine et c'était un peu compliqué. Donc on avait des Chinois qui étaient invités par Porsche et au lieu d'être sur le circuit, on les a envoyés plus loin. Donc ils n'ont pas vu la course, par contre ils nous ont aidés, quoi. On imagine. Voilà. Effectivement, mais des Chinois qui sont compliqués. Frédéric Houssard, qui est fan d'humour et qui nous suit régulièrement, le dira toujours, le chinois, c'est compliqué. Alors, c'est pas le chinois qui était compliqué, là, c'était la météo. Hein. Ah, c'était la météo chinoise. Et si on reprend, parce que, bon, là, on parle de la pluie, évidemment, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre secteur, mais allez, prenons le cas maintenant d'une course normale. Une stratégie, s'il n'avait pas plu hier, par exemple, une stratégie pour une course de 6 heures comme celle d'hier, on prépare ça comment, concrètement, au sein des équipes? Et quand? Comment et quand? Oui, comment et quand? Merci. Alors, après, ça dépend des équipes et ça dépend de l'organisation. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est notamment c'est ce qu'on fait avec Bentley. C'est pendant le week-end de course, avant le début de la course, donc pendant tout le week-end, on réfléchit à la stratégie en fonction des événements qui se passent pendant les séances d'essai, les positions en qualif, des choses comme ça, les dernières infos météo qu'on a, etc. Et du coup, on prévoit un plan A, qui est le plan de base, et puis on se prévoit des règles qui sont, qu'on essaye de faire assez exhaustives. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a une règle qu'on doit respecter. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que surtout sur les courses de 24 heures, on est beaucoup plus intelligent avant la course que pendant la course. Parce que quand tu arrives à 8 heures du matin, le dimanche matin, là, y a des fois, les prises de décision ne sont pas forcément les bonnes si on se fie à son instinct. Et donc, du coup, on aime bien avoir écrit des règles et on s'y tient. Mais, souvent, mais je me souviens d'un Grand Prix de Formule 1 en Australie il y a 2 ou 3 ans, je crois, où Ferrari perd le Grand Prix parce que justement, il s'était tenu une règle et il y avait eu un virtual safety car et où, je me souviens à l'époque, Auto Hebdo notamment avait titré il faut savoir un article là-dedans en expliquant que c'était justement parce que les ingénieurs n'avaient pas su s'adapter aux circonstances et étaient restés dans leur programme informatique qu'ils avaient perdu le Grand Prix. Oui, ça peut arriver aussi, hein, forcément. Après, c'est pas parce qu'on écrit des règles qu'elles sont forcément justes, hein. C'est le problème. Donc, c'est toute la difficulté, elle est là, hein, c'est de mettre en place des règles qui sont pas faciles et comment dire. C'est-à-dire, quand on établit des règles, par exemple, je me souviens des 24 heures de Spa une année où on avait décidé pendant le début de la course de pas utiliser, d'utiliser très peu de safety car en fait pour s'arrêter. Parce qu'on avait fait des statistiques, etc. Et puis, du coup, on avait été très, très critiqué au début de la course, parce que pendant les premières 12 heures, on n'avait pratiquement pas utilisé de safety car, alors que tout le monde rentrait dans les stands, etc. Donc, tout le monde avait l'impression qu'on allait perdre la course. Bon, on l'a perdu, mais pas à cause de ça. Mais parce que, en fait, il y avait une règle à l'époque où, au bout de 6 heures ou au bout de 12 heures, on marquait des points. Et donc, du coup, nous, on avait fait des calculs et on voyait que sur les premières 12 heures, prendre les safety cars ou pas les prendre, ça ne changeait pas grand-chose finalement. Parce que quand on s'arrête parce qu'il y a un safety car, finalement, on va gagner du temps sur cet arrêt-là, mais on va faire plus d'arrêts sur la course. Et à la fin, il faut vraiment qu'il y ait un certain nombre de safety cars qu'on remplace par des arrêts sous drapeau vert. Qui fait qu'à la fin on gagne, mais sur une course de 24 heures, c'est pas si évident que ça, quoi. Oui, je me souviens, Laurent, tu me confirmeras, on était ensemble il y a 2 ans, la victoire de Valkenhorst Motorsport et de la BMW aux 24 heures de Spa, justement, où eux avaient choisi le principe inverse, c'est que dès qu'il y avait un safety car, ils rentraient, même après 20 minutes de roulage. Ils rentraient et on s'était dit avec Laurent, mais c'est pas possible, ils vont faire plus d'arrêts. Et eux avaient exploité différemment la stratégie en se disant qu'en rentrant, puisqu'ils étaient les leaders de la course, en rentrant on sait j'allais dire en Blancpain, en GT World Challenge Europe en tout cas, il y a toujours tout d'abord un full coursier-lot où tout le monde est à 80 km/h et puis le safety car après. Et donc ils rentraient systématiquement au full coursier-lot. Ils perdaient finalement très peu de temps parce qu'ils venaient changer.
les autres revenaient dans leur sillage, mais quand ils repartaient, ils avaient des pneus frais, ils refaisaient l'écart chaque fois. Et je sais qu'avec Laurent, on s'était un peu gratté la tête. D'ailleurs, il y a des restes là. Ouais. On s'était un peu gratté la tête parce qu'on ne comprenait pas cette stratégie qui était de rentrer systématiquement à tous les safety cars. Et d'ailleurs, je pense que Valkenor cette année-là gagne avec 4 ou 5 arrêts, je pense, en plus que leurs plus proches rivaux, ce qui était le principe inverse. Ouais. Sachant que Valkenor ne jouait pas le championnat en plus, donc eux jouaient pas les points à la 6e, à la 12e heure. Ce qui peut aussi changer, comme disait Christophe. Ouais, ça avait surtout été le dimanche. Ça avait été surtout dans la deuxième partie de course qu'ils avaient eu. Cette stratégie, en tout cas, nous avait vraiment surpris, Christophe. Comme quoi, parfois, on peut partir d'un côté ou de l'autre et on peut avoir des résultats finalement assez similaires. Ouais, le problème, c'est que en fait, c'est toute une histoire de statistiques. C'est-à-dire que typiquement, alors, je ne sais plus quelle course. Je pense que c'était. Qu'est-ce qu'on a gagné par exemple, les 6 heures du Castellet avec Bentley, la dernière fois que ça a eu lieu, j'imagine. C'est l'an dernier, alors, victoire de Jules Gounon avec Stephen Kane et Jordan Paper. Voilà, ça doit être ça. On a gagné l'année dernière ? Ouais. Plus. Ok. Alors, 2019, vous avez gagné, ça c'est sûr. Ok, et bien là, on a été... je me souviens qu'une Lamborghini a utilisé le premier safety car. Je crois qu'il y a eu un crash au départ. Ouais, avec c'était Ezequiel Pérez-Campank dans la courbe de signe qui a été fortement blessé d'ailleurs avec l'audit WRT. Ouais, c'est ça. Dans le 2e ou 3e tour. Ouais, alors c'est pas à ce moment-là, mais il a dû y avoir un safety car un peu plus tard qui fait que la Lambo qui allait très vite s'est arrêtée tout de suite pour prendre ce safety car-là. C'était vraiment limite et du coup, parce qu'en fait on était peut-être à nous, on avait calculé des fenêtres avec un peu de marge parce que sur les 6 heures de course, on prend de la marge sur les fenêtres de pit stop. Oui, alors rappelons, pour ceux qui nous suivent peut-être pas de manière régulière en GT World Challenge Europe, qu'il y a une règle qui impose un relais maximum de 65 minutes. Donc effectivement, il faut bien tenir compte de ça. Ça veut dire aussi que vous pouvez partir de la fin de la course, faire des blocs de 65 minutes plus le temps d'arrêt, et on sait effectivement si on va faire un arrêt en plus ou pas. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait, sauf que le problème, c'est que les 65 minutes, on les fait jamais pile poil, parce que forcément, ça dépend du temps autour. Et donc, du coup, on fait 64, 64,3, etc. J'en sais rien. Mais du coup, on sait pas la moyenne de la course, donc on l'a pas faite. Donc, quand on est au début de la course, on sait pas exactement qu'est-ce qui va nous rester comme temps, en fait. C'est-à-dire que on fait pas pile 65 minutes depuis la fin de la course jusqu'au point où on est. Il faut qu'on fasse ce qu'on imagine être le temps d'un relais, plus les temps de pit-stop, etc. Et donc, du coup, ce temps de relais, on ne le connaît pas forcément, et plus on est au début de la course, moins on le connaît. C'est pour ça qu'on se fait quelques petites marges pour être sûr de ne pas être embêté à la fin et de devoir faire un splash pour rien du tout, enfin, au moins un drive-through pour réciter le temps de conduite des pilotes. Et donc, du coup, pour nous, avec la marge qu'on avait pris, ce premier arrêt, on ne pouvait pas le faire. Et donc, Lambeau l'a fait, donc ça veut dire que nous, on avait un peu trop de marge. Mais le problème, c'est que du coup, ils se sont retrouvés à avoir une course figée jusqu'à la fin de la course. Vu qu'ils ont utilisé tout le potentiel qu'ils avaient au début de la course, ben après, ils n'en avaient plus. C'est-à-dire qu'ils devaient s'arrêter à 65 minutes à chaque fois. Et ils n'avaient plus aucune flexibilité de rien. Ou alors c'était un tampon, c'est comme un tampon, ou alors c'était un arrêt de plus, quoi. Mais en gros, c'est ce tampon de quelques minutes qu'on peut placer ici ou là. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que nous, on l'a pas pris, ce safety car-là, et on a eu la chance après d'avoir 2 autres safety cars qu'on a pu prendre. Donc ce qui fait que, au lieu de remplacer comme eux un green par un safety car, où ils ont gagné, nous, on a remplacé, parce qu'on a utilisé tout le reste de la course, on a remplacé 2 greens par un safety car à chaque fois, et du coup on a gagné la course. Alors après ils nous ont dit vous avez de la chance, etc. Mais c'est pas de la chance, c'est juste les risques que tu c'est prends. Provoquer la chance, c'est se donner de la chance aussi. Oui, alors c'est pas trop ça, c'est se dire là on est que au début de la course, donc on veut se garder de la flexibilité pour le reste de la course. En gardant de la flexibilité, nous on est tombé dans des fenêtres des safety cars, eux ils avaient plus de flexibilité, plus de safety car. Voilà, voilà. Et avec Christophe, avec le GT3, on le voit au fur et à mesure des années, en fait, à Spa, où on a de plus en plus de règles qui sont contrôlées, les 65 minutes, l'arrêt technique,
Tu vois, le temps d'arrêt. Est-ce que là, en fait, au niveau stratégie, est-ce que ça laisse encore suffisamment de place à la stratégie ou est-ce qu'il faut un peu, c'est le mot à la mode en ce moment, se réinventer parce que tu as de plus en plus de contraintes en fait qui viennent. C'est pas juste on fait un relais de 65 minutes. Maintenant, il y a quand même pas mal de paramètres à gérer. Est-ce que ça vous a aussi incité aussi à vous réinventer tout simplement? On est obligé effectivement. Ouais, chaque fois qu'ils mettent une nouvelle règle, déjà l'idée, c'est de bien comprendre pourquoi ils l'ont fait. Déjà parce que il y a forcément une raison, quoi. Et donc du coup, déjà quand on comprend ça, après, bon, on voit à peu près comment il faut faire pour la contourner. Mais effectivement, surtout en blanc-pain, les règles sont hyper compliquées. C'est pour ça que, par exemple, Bathurst, ils veulent pas de ces règles-là. Ça a failli avoir lieu, je crois. Ils ont failli les mettre en place cette année, mais finalement, ils ont réussi à reculer d'une année. Donc ils en veulent pas parce qu'ils veulent faire un peu de la course à l'américaine aussi, que ça se joue jusqu'à la fin, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, ce que je comprends pas trop, c'est qu'on essaie de sauver les coûts et finalement, le fait de mettre autant de règles, notamment sur les temps de pit stop, des choses comme ça, finalement, ça impose d'avoir des outils pour contrôler, pour faire des calculs, et puis des gens derrière pour utiliser tout ce matériel-là. Alors que quand on fait des courses comme en WEC ou comme au Mans, c'est beaucoup plus simple, quoi. Et du coup, on a besoin de moins d'outils finalement. Ouais, y a une explication du côté des SRO Motorsports Group évidemment qui dit on veut autant que possible mettre tout le monde sur un pied d'égalité et qu'un petit team sur papier ait autant de chances de s'imposer qu'une équipe de référence, par exemple. Voilà, ça c'est un des points de vue. Je rebondis juste parce que on est pile dans le sujet à une remarque de Cédric Delfos, qui est un de nos auditeurs réguliers, qui nous parle justement, comme le disait Laurent, des règles plus ou moins récentes qui laissent moins de place à la stratégie qu'avant, comme par exemple effectivement le temps minimum de pit stop. Cédric estime qu'à l'époque, une bonne stratégie avec une super équipe de mécaniciens pouvait faire la différence dans les stands. C'était le cas, par exemple, de la Dream Team de l'équipe Exis Racing. C'est aussi ton impression, Christophe, que quelque part, aujourd'hui, on bride de plus en plus la stratégie. J'ai aussi Yann Glasset qui dit il faut savoir prendre des coups de poker parfois, et c'est ce qui fait rêver, c'est qu'on a des coups de poker stratégiques. Alors c'est frustrant pour toi ? Les temps de pit stop, je ne sais pas si c'est... je sais pas si c'est pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? On fait le pit stop le plus vite possible, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, il y a des jokers, donc il faut quand même s'entraîner, donc il faut quand même savoir les faire, les pit stops rapides. Et puis après, on attend, et puis c'est l'ingénieur qui dit quand est-ce qu'il faut y aller, quoi. Et donc du coup, là, c'est celui qui prend le plus de risques, on va dire, sur le chrono le temps de pit lane qui va faire la différence, et c'est plus les mécaniciens. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Je suis un peu d'accord avec cet auditeur. On se souvient de cette image folle, je crois que c'est 2018 aussi, Laurent, si je me souviens bien, de cette Mercedes AKSP de Raphaël Marcello qui est là et qui attend à la pit lane pendant 30 secondes parce qu'il faut justement attendre avant de ressortir, qu'il reste loin des 65 minutes du relais, ce qui était... Ouais, là c'était autre chose, c'était pas le temps de pit stop, mais effectivement... Non, c'était le relais, c'était pour avoir ce relais de 65 minutes qui était maximum. Pas être obligé de revenir dans les stands après, bien sûr. Eux, ils ont passé la ligne de la fin des stands à 64 minutes et 59 secondes, et à partir de là, ils ont pu aller jusqu'au bout. Alors que s'ils étaient passés 2 secondes avant, ils auraient été obligés de refaire un pit stop avant la fin du temps réglementaire. Donc... C'est compliqué à comprendre pour la personne qui est dans les stands, enfin dans la tribune en face. C'est sûr que arriver à faire comprendre aux gens en fait qu'il faut que la voiture elle s'arrête tant de temps, c'est un peu, on va pas dire c'est anti-sportif, mais pour quelqu'un qui connaît pas trop, c'est pas forcément naturel. Donc chez Christophe, tu étais aussi à Bathurst. Moi perso, je rêve d'avoir les mêmes règles qu'on a à Bathurst à Spa. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Alors, le seul truc, c'est que ce que j'aime pas trop, moi, c'est quand même les safety cars en permanence qui regroupent tout le monde pour garder le suspense jusqu'à la fin. Ça, je trouve que c'est pas très sportif. Mais bon, si on pouvait faire les 24 heures de Spa avec des règles très simples où c'est les mécaniciens qui font la différence dans les stands et où on met des full course yellow plutôt que des safety cars, moi je serais super d'accord avec ça. Oui,
effectivement, en tant qu'ingénieur, on comprend que sportivement, c'est plus juste. Après, Laurent, on le sait, on commande ces courses comme les 24 heures de Spa, le GT World Challenge Europe notamment, le nombre de fois où la course a été relancée parce qu'il y avait un safety car. Pour le spectacle, pour le spectacle, pour le show, évidemment, c'est différent. Mais je comprends, hein, effectivement, aussi ce point de vue de se dire, zut, on a eu une bonne stratégie, on a construit un avantage de 30 secondes qui va être réduit à presque néant parce qu'il y a un safety car. C'est pareil. Quand on faisait des courses aux États-Unis, qu'il y avait des safety cars tout le temps, on savait que ça servait à rien, notamment les 12 heures de Sebring. Hein, on savait que ça servait à rien d'essayer de faire un écart au départ de la course. À l'époque, on était plutôt les plus rapides. Donc on aurait pu essayer de s'envoler au départ de la course, mais en fait on sauvait de l'essence pendant 11 heures, et après la course commençait la dernière heure, quoi. Donc on n'essayait pas de faire un gap. Et quand je change un peu de sujet là, quand tu étais chez Peugeot au Mans, Peugeot a eu 3 voitures. Est-ce que le fait d'avoir une 3e voiture au Mans, en fait, ça, on va pas dire ça bouleverse la stratégie, mais ça fait faire une stratégie un peu différente à la 3e voiture. Ou côté 2 voitures ou 3 voitures, ça se gère un peu de la même façon. En termes de stratégie, sur le Mans, c'est assez similaire sur les 3 voitures. Après, on peut adapter sur la fin de la course en fonction des événements. On met surtout 3 voitures parce que le Mans, c'est une course compliquée. Qu'on fait qu'une seule fois dans l'année, comme toutes les courses de 24 heures, et du coup mettre une chance de plus d'y arriver et de ne pas avoir de problème sur cette voiture-là, c'est important. En plus, on voit souvent que c'est la 3e voiture qui gagne. Ouais, qui gagne. Ça a été le cas en 2009 pour Peugeot, et c'était le cas aussi en 2015 pour Porsche. Ouais. Après, bon, moi je suis pas un historien du sport auto, je connais pas plus loin que ça, c'est juste les années où j'y étais moins. Donc voilà, la 3e voiture. Pourquoi cette 3e voiture? Parce qu'il y a moins de pression. On a parfois aussi, on avait en tout cas à une époque l'habitude de dire, tiens, quand un constructeur a par exemple 3 voitures, il va en utiliser une comme lièvre pour essayer de tirer la concurrence, et puis les 2 autres qui restent en embuscade. Ça, c'est quelque chose d'un peu imagé et romancé, ou c'est quelque chose qui existe? Non, c'est un peu romancé, je pense, parce que je pense que quand on aborde les 24 heures du Mans, déjà on passe tellement de temps à préparer cette course qui est vraiment une course très importante, qu'on met égalité de chance sur les 3 voitures. Et donc du coup elles sont préparées pareil, on ne va pas dire à un équipage vous restez derrière tranquillement. Non, mais est-ce qu'on peut prendre plus de risques avec une? Par exemple, dans la stratégie aussi, on parlait de la météo. Est-ce que, comme le dit Laurent, quand on a une 3e voiture, on peut se permettre de se dire, tiens, il tombe une petite averse, celle-là, on va la faire rentrer, l'autre pas, ou des choses comme ça? C'est évident. C'est évident que quand on est dans une phase où on est borderline entre 2 solutions possibles, plus on a de voitures, plus on peut splitter les stratégies. Hein, ça, c'est sûr. Hein, c'est ce qu'on fait tout le temps. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier dans ce cas-là. Exactement, sauf si c'est évident. Oui, évidemment. Ouais. Mais quand on est, par exemple, quand on a une fenêtre qui s'ouvre, je sais pas, à 32, et qu'à 32 on a un safety car, on peut dire là on est pile poil entre les deux, donc on fait une voiture qui reste dehors et une voiture qui rentre, hein, c'est sûr. Et le problème c'est qu'il faut prendre la décision rapidement. Ouais. Et quand il y a un safety car, il y a aussi d'autres choses à regarder, c'est être sûr de ne pas se faire doubler par le leader, parce que sinon on pourrait perdre un tour, etc. Donc est-ce qu'on rentre ce tour-là ou le tour d'après? Mais il faut quand même rentrer le plus tôt possible. Enfin bon, il y a plein de trucs à faire en même temps que de décider de rentrer ou pas rentrer, quoi. On a vu l'an dernier à Spa, par exemple, des concurrents qui étaient sur le point de se faire prendre un tour parce qu'ils avaient une stratégie décalée et qui bouchonnaient les leaders, véritablement, qui ne respectaient pas les drapeaux bleus pour rester dans le tour de la tête, ce qui était d'ailleurs assez dangereux, on s'en souvient. J'en profite pour revenir, on parlait, sauf si Laurent avait un point, mais je voulais reparler de 2009. Oui. J'avais juste, on peut être aussi amené à regérer la stratégie en fonction aussi des pilotes. Si tu as un pilote qui est plus à l'aise sous la pluie, un pilote qui est plus incisif dans le trafic. Après, évidemment, tout ça doit s'affiner un petit peu. Ouais, moi j'ai pas trop eu ces problèmes-là à gérer parce que j'ai toujours travaillé dans des équipes P1, notamment donc avec des pilotes qui sont plutôt tous similaires sur la même voiture. Par contre, je pense qu'en LMP2, et on l'a vu encore ce week-end, je pense que c'est important ça, et notamment on a vu que je sais plus, la voiture néerlandaise là qui a mis le pilote le plus rapide au départ.
Ouais, ils ont mis Guido van der Garde et puis ils ont mis Job van Uitert et effectivement Fritz van Aert, c'était assez surprenant parce qu'à un moment on a eu une très longue neutralisation avec la pluie où on aurait pu dire tiens on aurait pu puisqu'il faut un temps minimum pour le pilote bronze, on rappelle c'était 1h15 on aurait pu imaginer tiens on savait qu'il allait pleuvoir longtemps, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ce pilote là pour faire au moins 30 minutes de son relais sous la pluie? Bah oui, c'était pourquoi, je sais pas pourquoi. Parce que c'est lui qui paye et qui voulait rouler aussi mais ouais, je suis pas sûr, mais en fait, tous les autres P2, je pense qu'ils sont partis avec le pilote le moins rapide, hein, parce qu'ils pensaient que le safety car au début de la course allait durer beaucoup plus longtemps, j'imagine aussi. Voilà. Ouais. Par contre, Racing Team Nederland, ils partaient 29e et dernier, parce qu'ils avaient tous leurs chronos annulés, et donc quelque part en mettant Guido van der Garde, c'était l'occasion de reprendre la position, essayer de remonter directement. C'est sûr que s'ils avaient mis Fritz van Aert pour commencer, l'écart aurait été énorme. Par contre, il fallait effectivement, restant dans le même tour, ça aurait peut-être été une autre stratégie. Parfois, ça doit être intéressant de pouvoir refaire la course. Est-ce que tu as déjà regretté, Christophe, en se disant, j'aimerais quand même la refaire, cette course-là? Et ce moment-là de décision, je voudrais prendre l'autre décision pour voir quelle aurait été la fin. Ça doit arriver quand même, non? Se dire que là, on n'a pas fait ce qu'il fallait, oui, ça arrive souvent même, ça c'est sûr. Maintenant, on a tellement de gens qui nous disent qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, notamment quand on n'a pas gagné, hein, que c'est bien aussi de leur expliquer qu'est-ce qu'on avait comme information au moment où on a pris la décision. Oui. Parce que refaire une course, c'est très compliqué parce qu'en fait, il faudrait quand même ne pas savoir ce qui s'est passé plus tard. Après. Ouais. Et voilà. Et donc du coup, c'est quand même pas facile de refaire une course. Ou alors, il faut effacer la mémoire et repartir à zéro. Vous êtes un peu les hommes de l'ombre et c'est vous qui vous faites taper dessus si la voiture elle gagne pas quoi. Souvent, c'est souvent un peu à cause de la stratégie. La stratégie n'était pas bonne, on entend les pilotes qui le disent. La stratégie n'était pas bonne. C'est quelque chose qu'on entend souvent et je veux dire, tout le monde l'a vécu. Thomas, tu étais avec moi. On peut revenir. Tu vois l'histoire de Bentley notamment aux 24 heures de Spa avec Bruno Cornet en parlait en disant tiens Bentley Sport a perdu les 24 heures. Avec la voiture, elle s'est arrêtée ou elle aurait pu repartir en fin de course pour le splash and dash. Là, évidemment, après, tu dois te dire merde. Il doit y avoir quelqu'un qui doit se dire bon là. Non, c'est sûr. Il y a souvent, des erreurs, tout le monde en fait. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que les pilotes. Il n'y a pas que les pilotes en fait qui font. Tout le monde peut faire une erreur et tout le monde, à un moment, tu peux dire merde, là, on n'a pas fait ce qu'il fallait, comme n'importe qui. Bien sûr. Mais le problème, c'est souvent les gens qui te disent là, t'as pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Mais il y en a qui te le disent à la fin de la course. Donc ils te disent il aurait fallu faire ça. Bon, ok, ça, je suis d'accord avec toi maintenant. Mais à l'époque, on savait pas. Quand on a pris la décision, on avait ça comme info. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on a fait, quoi. Tu vois. Donc du coup. Après, on peut aussi prévoir une stratégie en se disant, on prévoit la stratégie en se disant, il va y avoir tant de safety car pendant la course, et puis à la fin, c'est une course extraordinaire où il n'y a pas de safety car. Et donc du coup, on a pris les premiers, et puis on n'a plus après, et donc du coup, on a une course qui est pas conforme à ce qui s'est, aux courses des années d'avant, et puis on s'est fait avoir. Mais ça, on le sait qu'à la fin de la course. Et Thomas, j'ai encore une question. Qu'est-ce qui est plus, on va dire, intense? C'est d'être ingénieur à Spa ou d'être ingénieur au Mans en termes de 24 heures? Qu'est-ce qui est le plus qu'est-ce qui est le plus compliqué? Le plus compliqué, c'est Spa. C'est Spa parce que. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, quand j'ai fait le Mans, j'ai toujours fait le Mans en P1. Donc, on avait grosso modo 6 voitures à suivre pour la victoire. Ouais. Donc, c'est assez facile. Les tours sont longs. Ça permet quand même de réfléchir, etc. C'est pas mal. Spa, c'est déjà il y a 60 voitures qui peuvent gagner la course parce qu'elles sont toutes dans la même catégorie quasiment. Et puis le tour il dure 2 minutes et quelques. Il faut prendre la décision plus vite en fait. Bah oui. Faut plus vite décider, tu rentres ou tu rentres pas effectivement. Et puis on a beaucoup plus d'infos qui arrivent aussi, parce qu'on fait des moyennes sur les temps autour, sur des choses comme ça. Et là, ça tombe toutes les 2 minutes. Au Mans, c'est plus peinard, quoi. On a un tiers de temps en plus.
Et on voit de moins en moins d'équipes mettre ce qu'on appelle encore des guérites, tu vois, sur le muret des stands. Ça, on sent que petit à petit, ça disparaît. Tu as même des équipes qui n'en mettent pas du tout, qui sont complètement à l'intérieur du stand. Mais ça, c'était Nissan en LMP1. Non. Ouais, non. Ça, c'est vrai, mais il n'y a pas que Nissan. Est-ce que ça aussi, est-ce qu'il y a toujours un intérêt? Est-ce que c'est mieux d'être dehors, déjà, ne serait-ce que pour scruter aussi la météo, tu vois, au niveau du ciel et tout? Ou est-ce qu'en fait, maintenant, on peut se dire, on peut rester dans le stand? En fait, on a tellement d'écrans qu'on n'a pas besoin d'être sur le bord de la piste. Finalement, on voit pas grand-chose à part les pit stops. Mais Pascal Vasselon m'a dit un jour, l'avantage d'être sur le mur, c'est pas pour regarder la piste, c'est pour regarder ce qui se passe chez les autres. Enfin, de ce qui se passe dans la pit lane, en tout cas. Ouais, dans la pit lane, mais c'est sûr que c'est plus l'intérêt, parce qu'en fait, la voiture, on la voit pas passer, quoi. Alors après, si le pilote, il rapporte un problème et qu'on veut aller voir la piste pour voir si on voit quelque chose sur la voiture, on peut y aller, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça sert à rien d'y être en permanence. Et puis, on a tellement d'écrans, de toute façon, qu'on voit pas la piste. Hein. On a de plus en plus, quand même, on a l'occasion, pour ceux qui ne peuvent pas le vivre, parfois d'aller dans l'envers du décor. On remarque quand même qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs, d'ingénieurs qui sont à l'arrière, parfois dans les box où vous êtes vraiment installés dans des bureaux, avec toute une flopée d'ingénieurs. Je me souviens d'être allé chez WRT, notamment aux 24 heures l'an dernier, aux 24 heures de Spa. C'était très, très, très impressionnant. Je pense, sans mentir, il devait y avoir 6 ou 7 ingénieurs qui étaient là, les uns à côté des autres. Une voiture. Ils avaient 4 voitures, c'est possible? Oui, c'est possible, 4 voitures, mais donc ça fait beaucoup. Parce que normalement. Moi, je suis allé en dehors d'une séance, donc j'ai juste vu le bureau. J'ai pas vu combien d'ingénieurs étaient là, mais rien que dans ce bureau-là, il y avait 6 ou 7 ingénieurs. Il y avait encore ceux qui étaient au stand, il y en avait encore plus, mais rien que dans ce bureau-là, je veux dire. En fait, normalement, il doit y avoir un ingénieur voiture par voiture, forcément. Après, il y a un ingénieur data ou performance. Qui regarde les datas et qui essaie d'améliorer la performance de la voiture et qui vérifie aussi qu'elle fonctionne correctement. Après, il y a souvent un systémiste qui gère toute l'électronique, vérifie que tout fonctionne. Alors celui-là, il peut être partagé entre plusieurs voitures. Donc ça, c'est ce qu'il y a, c'est les ingés qu'il y a sur une voiture. Après, il y a forcément un responsable un peu de l'exploitation, notamment pour prendre les décisions qui concernent un peu les deux voitures, notamment quand je sais pas, au début de la course, par exemple, si on veut pas arrêter les voitures en même temps, parce que il y a pas assez de place, notamment à Spa, c'est la putain, il y a pas assez de place pour arrêter 2 voitures, donc il faut faire des choix des fois. Donc là, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus des ingés voitures pour prendre la décision, parce que sinon chaque ingé va prendre la meilleure et ça va être la même. Donc voilà. Il y a un directeur sportif, par exemple. Il y a aussi un team manager, qui gère. Et Christophe, je reviens à Spa, justement, il vaut mieux être dans les stands F1 ou dans les stands endurance? J'ai jamais été dans les stands endurance, je sais pas quelle tête ils ont. Mais tu veux dire pour le stop? Pour tout en fait, pour repartir, pour la visibilité, pour le feu à la sortie des stands. Est-ce que ça, t'as des équipes comme AK qui sont tout le temps en bas parce que Jérôme lui dit moi je préfère être ici parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Ça m'étonne pas que ce soit plus facile à gérer parce que plus tu es près de la sortie des stands et plus le temps de pit lane, tu le maîtrises mieux, tu es à quelques secondes près, quoi. Alors que nous, et puis au départ des qualifs aussi. Comment? Au départ des qualifs aussi. Si on veut partir, par exemple, si la pluie est annoncée et qu'on veut être au tout début de la file au moment de sortir. C'est vrai, mais bon, sur ces courses de 24 heures, moi, la qualif, j'en tiens pas beaucoup de compte parce que ça a très peu d'importance, donc c'est pas très important. Non, et par exemple, si on perd du temps dans la pit lane, quand on est au début de la pit lane, si on perd du temps parce que je sais pas, on cale ou il y a quelque chose qui va pas sur la voiture, en sortie de pit lane, on peut perdre beaucoup de temps, alors que si on est à la sortie de la pit lane et qu'on perd du temps à l'entrée, on le soustrait du temps de pit lane et ça devient transparent. Donc c'est toujours mieux d'être vers la fin. Mais après, les stands doivent être plus petits, non? C'est toujours les stands sont plus petits, effectivement. Et un peu en pente. Oui, et en pente, qui a déjà valu d'ailleurs d'avoir des voitures aussi qui s'arrêtaient ou qui bougeaient et des pertes de temps aussi. Donc c'est assez particulier. Je voudrais revenir parce qu'on avait Bruno Carnet qui le parlait sur ces fameuses 24 heures et je pense perdues par Bentley, c'est 2016. Alors on se souvient la Continental qui était clairement la meilleure voiture, en tout cas sur la durée cette année-là. Il y a eu c'est ce qu'on peut appeler le scénario catastrophe. Il y a eu effectivement, comme le disait Laurent, cet arrêt où la voiture, on savait que c'est la première année où on a instauré, il y avait la possibilité d'avoir un arrêt court ou alors un arrêt long, mais il y avait toute une fenêtre où on ne pouvait pas repartir. Et là où on avait eu l'impression
c'est presque un manque de connaissance du règlement. C'est possible ça, ou c'est juste, comme tu le disais Christophe, parce que après 22 heures de course, on a l'esprit un peu moins clair et que personne n'a pensé à dire ok, là on peut repartir parce qu'on va être dans un arrêt plus court que ce qui était prévu? Je me souviens plus de cette affaire en 2016, moi. Pourtant, je devais y être. Ça devait être ma première année chez Bentley. Là, ça a été le scénario catastrophe. Mais je me souviens, moi. Parce qu'en fait, on avait une fenêtre. Donc, il y avait une fenêtre dans laquelle on n'avait pas le droit de sortir. Exactement. Donc, on avait le droit de faire des arrêts courts, par exemple pour une crevaison, juste changer un pneu, quelque chose comme ça, ou un splash and dash. Et puis, il y avait une fenêtre de temps. Donc, allez, mettons par exemple 60 secondes, c'était l'arrêt court. Il y avait une fenêtre de temps où on ne pouvait pas sortir, qui était pour être sûr que quand on faisait un full service, comme vous les appelez, c'est-à-dire l'essence et les pneus, ça permettait de ne pas aller plus vite et d'avoir une sorte de temps minimum. Alors du coup, on avait dû, parce que si on a fait le ravitaillement en dehors de cette fenêtre-là, donc en dessous du temps mini, on devait ne pas avoir le droit de changer de pneu. Non, mais il y avait... Non, je crois que c'était le fait de le faire en dessous. D'ailleurs, WRT, un jour, est parvenu à faire le full service en dessous. C'était à Silverstone, ils ont gagné comme ça. Où ils ont fait deuxième. Comme ça. Alors, je sais pas de quand ça date, car maintenant, c'est interdit, ça. Hein. Ouais. Mais maintenant, c'est interdit, oui. Mais c'est pas le cas en 2016. Mais je me souviens vraiment très bien de cette image. En tout cas, on était avec Laurent, on s'est dit, mais pourquoi la voiture ne repart pas? Ouais, c'était juste un splash et c'était soit ça, soit tu changes un pneu et tu pouvais repartir sans attendre la fenêtre globale. Ouais, je comprends. Et la voiture était restée arrêtée et on s'est dit, putain, pourquoi elle repart pas cette voiture? Je me souviens pas, mais moi, ça m'a pas... Enfin, j'ai pas un souvenir d'avoir fait une erreur à ce moment-là. Ça ne t'a pas traumatisé? Je sais pas si c'était pas un problème sur la voiture, justement, qui fait qu'on est tombé dans cette fenêtre-là. Ah, moi, j'en ai parlé un jour avec Christian Loriot qui nous avait dit le lendemain nous avons, je crois qu'il a dit, nous nous sommes tirés une balle dans le pied, quelque chose comme ça. Il avait déclaré. Je regarderai parce que je me souviens pas de ce scénario-là. Et Christophe, la stratégie en elle-même, qui appuie sur le bouton au dernier moment? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le team manager? Est-ce que le pilote aussi peut dire quand vous faites des briefings, qui dit bon, on fait comme ça? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, pendant tout le week-end de course, avant la course, j'écris des règles en fonction de ce que je vois, en fonction des nouveautés qu'il y a dans le règlement, de ce qui s'est passé. C'est quoi une règle, par exemple? Concrètement, c'est quoi une règle? Quand tu dis j'écris une règle, c'est quoi? Une règle, par exemple, c'est on découpe la course en trois morceaux. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, une course de 24 heures, ou alors je vais faire mieux, je vais faire Bathurst parce qu'on l'a gagné cette année, c'était encore mieux. C'est bien. Parlons d'une course gagnée aussi, parce qu'on a eu, comme le disait Laurent, on a parfois tendance à mettre les stratégistes malheureusement sous le feu des projecteurs, parfois quand ça se passe mal. Mais parlons d'une course qui a réussi. Voilà, exactement, je préfère. Ouais, désolé. Et c'est aussi une course où tout nous a souri. C'est-à-dire qu'en fait, on avait besoin de changer les freins, par exemple, on a eu le safety car quand il fallait pour le faire, etc. Mais c'était des règles qui étaient écrites et on est tombé dans les bons trucs à chaque fois. Donc bon, il faut quand même un peu de chance. Faut pas, c'est pas vraiment de la chance, mais il faut que tout soit aligné ce jour-là, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent gagner la course et qui sont capables de le faire. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe la course en plusieurs morceaux. C'est-à-dire qu'on fait un premier morceau, surtout sur les courses longues, où on dit, bah là, dans cette période-là, mettons les 6 premières heures sur une course de 12 heures à Bathurst, on dit on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de la course. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, notamment, en fait, ce qui est important, c'est de savoir quelle marge on a pour rajouter un pit stop, en fait, sur la course complète. Donc, en fait, pour savoir ça, il faut savoir combien de tours on va faire dans le dernier relais. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que quand on est dans les 6 premières heures de la course, ça, on ne sait pas. Parce qu'il va se passer tellement de trucs d'ici là que les infos qu'on a à ce moment-là ne permettent pas de savoir quel va être ce dernier relais, quelle va être la longueur de ce dernier relais. Et plus on s'approche de la fin de la course, plus on se dit il n'y aura pas de safety car, il va pas pleuvoir maintenant, etc. Donc là maintenant on est précis, on sait quel va être notre dernier relais, donc on connaît nos windows d'arrêt et donc on définit des stratégies à ce moment-là. Le problème, c'est que sur la fin de la course, quand on dit on connaît la fin de la course, c'est-à-dire qu'on sait, mettons, dernier relais, on fait 5 tours, donc on a ça comme marge, donc on peut s'arrêter sur ces fenêtres-là. Donc ça, c'est facile. Par contre, après, plus on s'éloigne de la fin de la course,
de la fin de la course. Donc plus on est au début de la course, et plus il faut mettre des stratégies qui sont plus liées aux statistiques. En disant, par exemple, si je m'arrête pour un safety car, par exemple, dans cette fenêtre-là, je ne suis pas sûr que ça remplace un pit stop, parce que je peux aussi rajouter un pit stop en m'arrêtant là, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Donc après, ce qu'on peut dire, c'est le temps d'arrêt que je gagne. Là, le temps d'arrêt, c'est la moitié d'un pit stop sous drapeau vert. Et en partant de là, tu te dis, si j'arrive à faire 2 arrêts avec un safety car, ça va me remplacer un arrêt sous drapeau vert, et j'aurai gagné du temps à la fin. Donc c'est ce genre de statistiques, et donc du coup, on se dit, ma fenêtre que j'ai, je la divise en 2 pour être capable d'avoir 2 fois de safety car plutôt que d'utiliser tout d'un coup. Voilà, c'est ce genre de règles qu'on met en place. Donc après, on a juste un tableau qui te dit, là, tu es dans t'es 0 à 6 heures. Si tu as un safety car dans cette période-là, tu t'arrêtes. Si tu as un safety car qui est à l'extérieur de cette période-là, tu t'arrêtes pas. Des règles toutes simples. Et vous les suivez toujours. Et on les suit. Et vous regardez aussi. C'est important de les suivre. Et justement, chez M-Sport, je travaille beaucoup avec le responsable de l'exploitation, qui s'appelle Chris Gray, qui est un super ingénieur, qui gère toute l'exploitation des Bentley chez M-Sport. Et il a la même vision que moi. C'est-à-dire qu'on écrit des règles et on s'y tient. Même si quand on s'arrête pas, alors que tout le monde s'arrête, il y a tous les parents des pilotes qui viennent nous voir, qui viennent nous taper sur l'épaule et tout. Et quelle bande d'idiots, on essaie de nous faire changer d'avis, mais on ne le fait pas. Voilà. Parce que maintenant, on est un peu caché aussi, on n'est plus dans le même bureau. Et ils ont du mal à nous trouver. Ils finissent par nous trouver avant la fin de la course, mais bon. D'accord. Je rebondis parce que Cédric Delfosse, justement, on parlait aussi, il demandait quelle était la mise en place d'une stratégie, donc ça, on l'a compris. Et il dit, est-ce que les pilotes ont le pouvoir de faire modifier une stratégie qui est déjà établie par l'ingénieur, par l'équipe, parce qu'on peut imaginer que certains pilotes ne sont pas d'accord avec les stratégies et tentent d'influencer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà vécu aussi ? Oui, bien sûr, les pilotes, ils viennent souvent nous demander pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça, ça aurait été mieux, etc. Notamment quand on ne s'arrête pas. Ça nous arrivait souvent, notamment sur les 24 heures, où on n'était pas dans la fenêtre qu'on avait définie nous. Donc tout le monde s'arrête. Nous, on ne s'arrête pas. Mais forcément, au bout d'un moment, on n'a plus d'essence, donc il faut qu'on s'arrête. Enfin, on n'a plus d'essence où on arrive à la limite des 65 minutes. Donc là, on s'arrête sous drapeau vert souvent, et là, on se retrouve super loin derrière. Mais voilà, peut-être que la fois d'après, on va bénéficier, nous, de safety car parce qu'on aura encore notre window un peu ouverte, et puis les autres non, et donc du coup, on va rattraper ce temps-là, le temps qu'on a perdu à s'arrêter sous un drapeau vert à ce moment-là. Oui. Il y a toujours une partie de réussite. Ils ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que la petite période où ils se retrouvent 27e alors qu'ils étaient 10e juste avant le safety car, ça ils comprennent pas trop que c'est pas grave, quoi. Et que c'est parce que en fait les pit stops sont décalés, donc du coup ça veut rien dire, ça va jouer à la fin de la course. Surtout sur des épreuves longues, évidemment, on l'imagine bien. Et vous regardez aussi forcément ce que fait la concurrence. Alors on essaye de pas. Quand ils font des trucs bizarres, on regarde parce qu'on essaie de comprendre pourquoi. Et ça arrive souvent. Notamment, je parlais des 6 heures du Castellet. Lamborghini, par exemple, qui s'était décalé l'an dernier. Qui s'est arrêté tout de suite. Nous, on s'est dit, mais c'est pas possible. Nous, on n'est pas dans notre fenêtre. À mon avis, enfin, nous, à ce moment-là, quand on a vu qu'ils s'arrêtaient, on s'est dit, ils ont fait une erreur. Ils vont devoir faire un arrêt de plus à la fin. Et puis finalement, non, ils ont bien géré et finalement, ils s'en sont sortis. Mais c'est souvent un peu de chance aussi, parce qu'il suffisait que, je sais pas, les chronos deviennent un peu plus lents. Et du coup, on peut vite basculer d'un relais de 64 minutes 30 secondes à un relais à 63 minutes. Si les lap time augmentent, on peut vite supprimer un lap. S'il y a une safety car qui est ralentie pendant un petit temps et qui relâche à un moment différent. Exactement. C'est impossible en fait de prévoir la durée exacte d'un relais, parce que vous avez la durée exacte d'un relais
à 10 secondes près, je suis sûr, vous avez la durée exacte d'un relais sous drapeau vert, Standard, oui, bien mais sûr, il est quand même très rare d'avoir un relais tout à fait standard. Je rebondis, Christophe, par rapport aux pilotes, on en parlait de l'influence des pilotes, mais peut-être dans les deux sens aussi. Alors justement, 2009, victoire de Peugeot aux 24 heures du Mans, tu fais partie de l'équipe cette année-là, et je pense que tu étais sur, donc c'est la 9, tu l'as dit, la troisième voiture qui gagne, celle de David Brabham, Marc Genet et Alexander Wurth. Toi, tu étais sur celle des Français, Sébastien Bourdet, Franck Montagny et Stéphane Sarrazin. J'ai aussi des souvenirs à l'époque que il y avait eu des complexités avec l'ego des pilotes et que ça n'avait pas aidé dans la stratégie. C'était des rumeurs entendues dans les paddocks à l'époque. Il y a prescription maintenant. C'était vrai ou c'était pas vrai? Alors, je pense pas que ça ait eu un impact sur la stratégie parce que cette année-là, la stratégie avait pas beaucoup d'importance. On était plus rapide, point final. Alors après, parmi les Peugeot, savoir laquelle gagne, c'est une autre affaire. Je pense que moi j'étais sur la 8, du coup, la voiture des Français. On a surtout eu un problème, je pense, de break balance, je crois, au début de la course, qui nous a fait perdre un peu de temps. Mais après, on est revenu très fort sur la 9. Et puis les positions étaient fichées. Oui. Voilà. Et ça, c'est le problème. Je me souviens, en tout cas, ça, c'est peut-être le problème quand on est ingénieur. Quand on est ingénieur, c'est peut-être ça le problème d'ailleurs. C'est quand les positions sont figées où toi, tu sais que tu peux peut-être encore sortir ton épingle du jeu par rapport à l'équipage, par rapport à la stratégie, qu'on te dit non, on reste comme ça. Ah bah ouais, mais bon, ça c'est normal. C'est le jeu, c'est le jeu. Forcément, mais à un moment, on a le coup de fil de Bruno Famin qui te dit bon ben là t'es deuxième, tu vas rester deuxième. Alors que nous, on remontait super fort, donc on s'est dit c'est bon, on a gagné. Mais non. Ça c'est toute la difficulté de cette course-là, c'est-à-dire qu'on peut être les meilleurs et on peut se retrouver à un moment, au moment où on fiche les positions, on peut se retrouver deuxième et bien du coup on reste deuxième, alors qu'on avait le potentiel pour gagner. Alors ce qui est intéressant cette année-là aussi, moi j'étais je me suis fait une raison au bout d'un moment. Je me suis dit c'est bon, on va finir deuxième, on aura fait un doublé pour Peugeot. Moi je travaille pour Peugeot, je travaille pas pour l'équipage des Français. Qui eux par contre ont clairement fait la tête sur le podium, ça je m'en souviens très bien. Oui, c'est sûr. Mais alors du coup Bruno Famin m'appelle à un moment, Peugeot Sport, mais à la radio, et il me dit ça serait quand même bien qu'on passe la ligne, les trois voitures l'une derrière l'autre. Je dis c'est pas un problème, on remonte et puis on va être juste derrière. Et puis il me dit non, je préférais que tu ralentisses pour que la 9 te prenne un tour. Je dis pourquoi, je comprends pas. Donc nous, on a compris. Du coup on l'a fait, on s'est fait prendre un tour, etc. Donc on a réussi à finir les trois voitures l'une derrière l'autre. Et puis à la fin de la course, j'ai quand même été voir Stéphane parce que moi j'étais très ami avec Stéphane, donc c'est surtout avec lui que je discutais. C'est lui qui a fini la course aussi. Et je lui ai dit Stéphane Sarrazin. Je dis moi j'aurais quand même préféré, quitte à faire deuxième, finir juste derrière la 9. On aurait fini 1 et 2. C'était presque à égalité. Pour vous, ça aurait été un peu plus. Enfin dans les stats, c'est plus sympa quoi. Mais je lui dis Bruno, il a pas voulu. Mais moi, si je t'avais demandé de rester derrière, tu serais resté derrière quand même. Et il me dit t'as quand même bien fait. C'était trop d'antan. Il y a une histoire mythique, c'est les 24 heures du Mans 66. Si on a la possibilité de les gagner, même si sur le coup, surtout que Stéphane, populaire. Surtout que Stéphane a quand même été souvent le pilote le plus rapide. Ouais. Et ça lui a jamais souri. Ouais. Je sais pas combien de fois il a fini deuxième. Je connais pas ses stats. Et puis combien de pôles et tout. Enfin bon, de meilleurs tours en piste. Enfin tout quoi. Alors après, les pôles c'est autre chose parce que en fait, souvent on désigne un pilote pour faire la pole. Donc on le met dans les conditions de faire la pole. Alors si Stéphane a souvent été désigné, c'est aussi parce qu'il était rapide forcément. Mais on n'a aussi pas donné leur chance à d'autres pilotes. Ouais, mais enfin, il a quand même fait 3 pôles consécutives face à Audi, face à 2 autres pilotes Peugeot qui avaient été mis dans les bonnes conditions. C'est un peu un côté marketing, un peu la pôle au Mans en plus. Ça n'a aucun impact sur la course. Ouais, donc c'est le côté marketing un peu où c'est bien d'être en pôle, les photographes, tout, et de dire on est en pôle le jeudi soir jusqu'au samedi, donc on va parler de toi parce que tu vas partir de la pôle. Bien sûr, il faut le faire.
mais pas pour la course. Oui, pas pour la course. Ouais. J'imagine que Bruno Famin se souvenait notamment de l'histoire des 24 heures du Mans 66, puisque le film l'a aussi rappelé avec effort, évidemment. Il n'était pas sorti encore. Il n'était pas sorti, mais bon, tout le monde connaît cette histoire, quand même, de ces 24 heures du Mans 66, avec les deux Ford qui doivent être à égalité et qui ne le sont pas. Je reviens par rapport quand même aux pilotes, au-delà de cette fameuse édition 2009, la gestion de l'ego des pilotes. Est-ce qu'en tant qu'ingénieur stratégiste, parfois, il faut être aussi un peu psychologue? Alors ça, je dirais que c'est plus le rôle de l'ingé de piste, en fait, parce que c'est lui qui est vraiment en relation avec les pilotes. Moi, en tant que stratégiste, entre guillemets, normalement, j'ai pas affaire aux pilotes. C'est-à-dire que moi, je donne mon avis au responsable de l'exploit et à l'ingé de la voiture concernée. Et c'est eux qui sont vraiment responsables de la décision finale aussi. Exactement. Et en théorie, je ne suis pas en relation avec les pilotes, avec aucun. Donc après, forcément, chez Bentley, il y a des pilotes français ou belges des fois. Donc du coup, j'ai un peu plus d'affinité avec ces pilotes-là. Donc je discute, que ce soit c'était Vincent, Jules Gounon, Vincent Abril, Jules Gounon, Max Soulet, ouais, voilà. Donc j'ai plus d'affinité avec ces pilotes-là, donc voilà, mais en théorie, j'ai rien à voir avec eux. Et le psychologue, parce que je l'ai fait aussi, c'est plutôt l'ingé de piste. Et notamment quand on a 3 Français avec un peu d'ego effectivement dans la même voiture, ouais, c'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école, ça. C'est un souvenir ça, un peu particulier. Moi, j'ai le souvenir, mais j'étais pas aussi impliqué à l'époque dans l'endurance que maintenant. Mais j'ai le souvenir d'avoir eu, d'un côté, on avait Audi, où on avait le docteur Ulrich qui tenait vraiment les hommes et qui arrivait justement à casser les égos. Je pense que l'exemple Lotterer, Trellier, Fassler, c'est l'exemple type de 3 pilotes qui savaient s'effacer pour les 2 autres s'il fallait. On a quand même eu cette année-là où on disait, Bruno Famin a toujours dit, on aurait dû gagner 4 fois ou 5 fois le Mans au lieu de le gagner une seule fois. Il y a parfois, est-ce qu'il n'y a pas eu ça, cet ego des pilotes qui a joué un rôle? Ouais, alors, je pense pas que ce soit ça qui fait qu'on a gagné qu'une seule fois, en fait. Si on reparle de 2009, par exemple, l'ego des pilotes sur la 8, ça a eu 0 impact. En fait, c'est un problème technique qui fait qu'on s'est retrouvé 2e, et sinon, il gagnait largement la course. En 2000, alors qu'on a commencé qu'en 2007 ou ouais, 2007, 2007, c'était notre première année. On finit 2e avec pas mal de problèmes sur la voiture, etc. Ce qui était normal. 2008, trop performant avec des problèmes d'encrassement de radiateurs. Ouais, c'est la pluie, il pleut et les radiateurs s'encrassent et ça permet à un Christensen qui a été magique sous la pluie la nuit de faire. Il n'y avait pas que ça, il y a aussi le fait qu'on ne tenait pas les pneus pluie non plus. On n'arrivait pas à faire marcher les pneus pluie. Alors, les pneus pluie n'étaient pas assez costauds pour notre aéro en fait. La pluie qui vous a fait perdre cette année-là, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais alors si on regarde cette année-là, on a été obligé de sortir le Karcher, je me souviens encore, pour nettoyer les radiateurs. Pour nettoyer les radiateurs et finir la course en fait, parce qu'on a eu beaucoup d'encrassement qu'on n'avait pas eu l'année d'avant, et tout ça c'est des choses qui sont très compliquées à gérer, parce qu'on avait eu 0 encrassement en 2007, un encrassement diabolique en 2008, alors à cause de la pluie, mais peut-être parce qu'ils ont tondu l'herbe sur le côté de la piste 2 jours plus tard, j'en sais rien, mais il y a plein de paramètres. Mais ce qui se passe, c'est que nous on a sorti le Karcher, Audi ne l'a pas vu. Donc on a perdu la course cette année-là, mais en 2009, c'est eux qui l'ont sorti le Karcher, parce qu'ils ont eu les problèmes qu'on a eu en 2008. D'accord. Et voilà. Et donc du coup, nous, entre 2008 et 2009, on a passé 1 an à faire des allers-retours sur un aéroport avec de la paille et des détritus sur la piste pour voir comment on encrassait, avec mise en place de filtres qu'on pouvait enlever rapidement au pit-stop, etc. quoi. Donc on a passé 1 an à essayer de régler ce problème-là. Rien ne remplace la course quand même. Il y a des erreurs. On peut faire des simulations de 30 heures, de 46 heures. Rien ne remplace une course de 24 heures. Exactement. Et alors, du coup, aussi, les conditions de la course ont un impact. C'est-à-dire que nous, on essaie de valider toutes les pièces de la voiture, mais on voit, par exemple, en 2010, les pièces de la voiture, enfin, les pièces qu'on avait validées, elles avaient fait 30 heures au Castellet, je ne sais pas combien de fois.
Oui, parce que 2010, c'est la maladie des moteurs qui casse, y compris sur l'Oreca. Ouais. Les 4 moteurs qui cassent. Et puis 2011, c'est les accidents des 2 Audi, une Audi contre toutes les Peugeot, et puis l'auteur Fassler Trélier qui résiste pour 11 secondes, c'est pas 11 ça, secondes, ouais. Comme ça. Là, c'est forcément là qu'on a le plus de regrets, je pense, parce que là, on pouvait effectivement la gagner, celle-là. Et toi, en tant qu'ingénieur, est-ce que le fait de faire des tests d'endurance de 24 heures, notamment au Paul Ricard, est-ce que tu as un rôle actif alors que là, il n'y a pas de course? Tu vois, il n'y a pas de stratégie, on va dire, en place, mais est-ce que tu as un rôle quand même vraiment actif sur ces validations de tests et ce test? Vous faites rien? Non. Moi, j'y allais parce que, à l'époque Peugeot, je faisais pas de la stratégie, hein, j'étais ingé d'une voiture, donc forcément, j'y étais pour travailler avec les pilotes, pour les entraîner à faire des bons stints, pas flinguer les pneus dès le départ du stint pour que après tu as fait le meilleur temps de la séance, mais tu as fait des stints très moyens. Tous ces trucs-là, donc c'est à ça qu'on travaille. Mais on ne fait pas de stratégie, non, effectivement. Et tu crées aussi des logiciels aussi pour la stratégie que tu peux vendre aussi aux équipes, c'est ça? Alors du coup, oui, dans mon entreprise, qu'on a créé en même temps, juste après l'arrêt de Peugeot, finalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que surtout le programme Peugeot, j'ai travaillé avec Sébastien Parisot, qui est mon associé dans cette entreprise de logiciels maintenant, qui était lui responsable des développements informatiques chez Peugeot. Et donc, on travaillait ensemble pour créer les outils dont on avait besoin pour faire les 24 heures du Mans. Et donc, du coup, quand Peugeot a décidé d'arrêter, on s'est dit, on a passé du temps à faire ces trucs-là. Et moi, ça me fait mal au cœur que ça parte à la poubelle, quoi. On commençait à avoir des outils qui marchaient bien, etc. Et je savais que, vu que Peugeot arrêtait l'endurance, personne allait être là pour maintenir ces logiciels-là, etc. Et donc, j'ai demandé à Peugeot de les racheter pour pouvoir les utiliser, moi, et pouvoir continuer à travailler avec. Et notamment avec Porsche à l'époque. Donc on peut développer des outils spécifiques, mais on a surtout un catalogue de 3 logiciels, dont un logiciel de stratégie. Donc ça veut dire quoi? En gros, le logiciel dit ce qu'il faut faire? Non. Ou propose des pistes? Je croyais, moi, je me dis, tiens, c'est facile d'être ingénieur, en fait. Eh ben non, malheureusement, ça n'existe pas. Ah bon? Donc en fait, c'est juste un outil pour mettre en forme les données que nous donne le chronométreur, et puis pour pouvoir visuellement prendre des décisions plus carrées, quoi, hein, parce qu'on connaît plus les choses, quoi. On sait ce qui se passe. Donc pouvoir comparer les pilotes, les perfos, etc. et puis prendre les bonnes décisions. Je connais des logiciels aussi qui permettent de voir, avec le système de chronométrage notamment, quel est le temps de roulage de chacun des pilotes, de la concurrence aussi. C'est un peu ça, en fait? Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Ouais. Mais en fait, c'est juste mettre en forme les données que nous fournissent le chronométreur. Donc voilà, on a par exemple un circuit sur lequel se déplacent les voitures. On peut mettre une petite flèche pour suivre la nôtre. Du coup, on voit le trafic. Quand un pilote nous dit j'arrive sur quelqu'un, là, est-ce que je me bats avec lui pour la position, ou c'est juste un retardataire, etc. Donc ça, on sait lui répondre tout de suite. Après, on voit les perfos. Donc quand un pilote nous dit est-ce que ça va la perfo là, est-ce que je suis bien, on lui dit oui, t'es pas mal par rapport aux autres, etc. Des choses comme ça, quoi. Et puis savoir un pilote qui est devant nous, par exemple, qui nous gêne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de le passer? Et puis nous, on peut lui dire, non, il s'arrête dans 2 tours. Toi, tu vas pouvoir continuer. Donc voilà, c'est tout ce genre de questions. Et en fait, le logiciel nous sert à appliquer les règles qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on a besoin des infos qui sont dans ce logiciel-là pour mettre ces règles, pour appliquer ces règles-là. Ouais. C'est un logiciel, Laurent. On a eu un logiciel dans ce genre-là à l'essai aux 24 heures, et c'est vrai qu'on nous avait prêté, on a pu jeter un œil, et c'était assez intéressant pour comprendre. C'est peut-être ce qu'il te faudrait pour les pronostics, non? Non, mais parce que les pronostics, c'est avant la course, l'analyse de la course en général, ça va. Je savais que ça allait venir là-dessus. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Je voudrais juste rebondir peut-être sur deux questions encore de nos auditeurs, notamment Christophe Potreau qui demandait, est-ce que, Christophe, tu as le souvenir d'une course qui a été particulièrement difficile en stratégie ou déterminante, en tout cas en stratégie? Tu as un souvenir particulier?
Alors, pas les 24 heures du Mans, parce que franchement, c'est pas les courses les plus, qui sont les plus difficiles en stratégie. On a des souvenirs, par exemple, au début du programme Peugeot, quand on allait faire des courses aux États-Unis, nous, on était un peu candide sur la stratégie à l'américaine, donc nous, on roulait le plus vite possible, et puis on s'est dit, si on roule le plus vite possible, à la fin, on va finir par gagner la course. Bah, non, pas du tout. Et je me souviens encore d'une bataille avec Audi aux 12 heures de Sebring, où on avait essayé de faire des gaps. À chaque fois, ils étaient tués par des safety cars. Et puis dans la dernière heure de course, alors je sais plus qui était dans la voiture, dans l'Audi, je sais pas si c'était pas Christian Klein, il a roulé. Ah non, c'est Christian Klein était dans la nôtre. Ah, il était chez Peugeot. Ouais, je sais plus qui était dans l'autre. C'était peut-être McNish à l'époque. Il y a eu beaucoup de McNish aux États-Unis, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, mais c'était le McNish Capello aux États-Unis, il y a eu Capello. beaucoup. Hein. Ouais, alors c'était pas Capello parce que je pense qu'il était, un peu sur une phase, il était pas très rapide à l'époque Peugeot. Il était plutôt sur la fin, mais par contre Alan nous a fait mal souvent. Et donc aux États-Unis, voilà, c'est ce genre de choses où on se dit quand on revient, bah ouais, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait pas faire de gap, ça servait à rien et il fallait voir un pit stop le plus court possible à la fin de la course pour avoir un peu plus de marge par rapport à l'Audi, quoi. Enfin voilà, quoi. C'est comme ça qu'on apprend effectivement. Alors Lucien Monté qui vous remercie, qui te remercie, Christophe, qui dit merci pour cette très belle sincérité de cet ingénieur stratégie. C'est vrai que c'est intéressant, hein, on apprend plein de trucs encore. Une question de Yann Glacé aussi, qui dit je fais des études en automobile au niveau bachelier et je rêverais de travailler dans un team. Quelles sont les notions de base et les acquis techniques à avoir pour travailler en tant qu'ingénieur course? Question plus pointue. Alors, pour faire ingénieur dans une équipe de course, il faut déjà un diplôme d'ingénieur maintenant, hein, ça c'est sûr. Souvent en France, les ingés se tournent vers une école qui s'appelle l'ESTACA, qui fait automobile et aéronautique. Moi, je me suis pas orienté vers cette école-là. Moi, j'ai fait les arts et métiers, donc une école très générale. Il y a pas beaucoup d'écoles en fait qui préparent à ce genre de métier, des métiers très spécifiques. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est faire une école la plus générale possible et puis faire des stages dans des équipes. C'est ça qui marche. Et le terrain, c'est sur le terrain qu'on apprend. Exactement. Et l'anglais est obligatoire? Ah ouais, ça c'est sûr. Même dans une équipe française. Ouais. Non, mais c'est sûr, parce qu'on n'est jamais complètement 100% franco-français. Et il suffit qu'il y ait un étranger, que ce soit un pilote ou un ingénieur, dans l'équipe pour qu'on passe tous à l'anglais. Donc du coup, ça c'est primordial. J'ai vu, Christophe, tu parlais d'être ingénieur, j'ai vu plusieurs fois dans des équipes des pilotes qui officiaient en tant que plus ou moins ingénieurs. C'est quelque chose que j'ai vu notamment beaucoup dans la Coupe du Monde des voitures de tourisme. Hein. Je me souviens d'avoir vu par exemple un Kurt Molleken, je me souviens d'avoir vu un Bas Lenders qui officiait en tant qu'ingénieur, des gens comme ça, entre autres. Ouais, alors Bas, il est plutôt team manager qu'ingénieur. Mais effectivement, passé un certain âge, je pense que le diplôme a plus d'importance. Hein. Après, c'est l'expérience qu'on a qui est importante. Je pense que les pilotes, ils se recasent plus dans le team management qu'en tant qu'ingénieur. Mais par contre, il y a beaucoup de mécaniciens qui n'ont pas fait d'études au départ et qui ont commencé direct comme mécanicien dans une équipe et qui ont progressé jusqu'à être ingénieur d'une voiture. Moi, j'en connais plein. Et sans avoir fait des études d'ingénieur, quoi. Vraiment, bien sûr, bien sûr. Hein. Mais après, c'est une question de compréhension de logique aussi, quelque part, et de spécialisation dans l'ingénierie de sport automobile. Oui, puis on apprend en marchant, hein, comme on dit. Donc, c'est bien d'arriver avec un diplôme parce qu'on est dans le bain tout de suite. Mais bon, après, si on n'a pas envie de faire d'études, moi, je respecte tout à fait ça. Et qu'on apprend sur le terrain, c'est aussi très bien. Mais après, il y a moins de place aussi, hein, parce que des mécanos qui sont devenus ingénieurs, il y en a quand même moins que d'ingénieurs. On imagine, mais c'est normal, et heureusement. Ouais, mais après, le mérite fait que si on est fort,
si on comprend, il n'y a pas de raison de pas franchir le pas, quoi. On a même des ingénieurs qui sont devenus pilotes aussi, Laurent, je t'interromps, mais Christophe Potreau qui dit chez Porsche, il y a un ingénieur, il y a un pilote ingénieur, mais je crois que c'est Marc Lieb qui est ingénieur, si je ne me trompe pas, et qui, lui, est devenu pilote. Et il y en a d'autres, évidemment. Je me souviens en rallye aussi. Est-ce que c'est pas Chris Meek qui est ingénieur et qui Chris Meek a un diplôme d'ingénieur aussi, ouais, exactement, ouais. C'est intéressant. Parce que Marc Lieb, chez Porsche, il a quand même marqué son empreinte. Champion du monde. Et Chris Meek aussi, évidemment. Et Chris Meek aussi, même si il a cassé quelques voitures entre-temps, mais ça reste un des meilleurs pilotes du monde. Quand on est ingénieur, quand on est ingénieur chez Audi, par exemple, en 2008 et qu'en 2009, on passe chez Peugeot, ça donne un avantage. Quand on fait partie de la stratégie en fait, chez un constructeur et que l'année d'après, tu es embauché par le concurrent, est-ce que ça procure un avantage en fait, d'être à la concurrence l'année d'après? Par le concurrent? Ou un avantage par celui qui t'embauche en fait, parce que toi, tu sais un peu, tu vois comment ça se passait chez l'autre l'année d'avant. Est-ce que c'est un petit avantage ou pas? Oui, c'en est un, c'est sûr. C'est sûr. Tu connais les méthodes de travail, en tout cas. Plus tu mélanges les expériences, mieux c'est. Hein. Ouais, et puis on connaît les méthodes de travail de l'adversaire. On a une idée de comment il pourrait procéder. Mais il faut quand même savoir s'adapter. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a gagné chez Audi qu'il faut appliquer exactement les mêmes règles dans une autre équipe qui est différente, quoi. Ça, c'est sûr. Non, mais je pense que la question de Laurent, son expérience, ça, c'est intéressant. Mais si on n'est pas capable de s'adapter, ça peut être aussi un problème. Ouais, je pense que la question de Laurent, c'était l'inverse. C'était de dire, si on sait comment Porsche va réagir et qu'on va chez Audi, par exemple, est-ce qu'on pourrait anticiper les coups de Porsche, le fait d'avoir travaillé pour Porsche avant? Je crois que c'était ça la question, Laurent. Merci, Thomas. Ouais, mais ça revient au même. Ça, en fait. C'est avoir l'expérience du concurrent. Ouais, mais tu connais les méthodes de travail, tu connais les outils qu'ils peuvent avoir, et c'est sûr que tu peux peut-être aussi avoir un petit coup d'avance en fait, en disant là, je sais qu'ils vont faire ça. Ouais, c'est sûr. Mais bon, si on le truc, c'est que d'une année sur l'autre, ça évolue aussi en fonction de ce que tu as vécu. Si tu quittes une équipe pour aller dans une autre, ça veut dire que l'équipe que tu as quittée, ils vont aussi prendre quelqu'un d'autre qui va changer un peu les méthodes de travail, etc. quoi. Donc ça évolue quand même. Donc, de là, anticiper les stratégies, peut-être pas. Et est-ce que du coup, justement, toi, tu peux être amené à être démarché fréquemment par la concurrence pour te dire, attends, lui, il est là, on va essayer de le prendre, on va essayer de le débaucher pour le prendre, ou c'est pas un truc... Non, ça se fait pas trop en fait. Je pense que le métier de stratégiste déjà, c'est pas vraiment comment dire. C'est pas vraiment un métier qui attire les équipes parce que finalement tout le monde a l'impression d'être capable de faire de la stratégie facilement, quoi. C'est un peu comme les gens qui veulent pas de gars de Météo France dans leur stand parce qu'ils ont l'impression qu'en regardant juste le radar, ils sont capables de faire la même chose, quoi. Non, mais c'est vrai, il y en a plein des comme ça, et du coup, du coup, t'es pas trop démarché, quoi. C'est plutôt toi qui dois montrer que tu peux apporter quelque chose. Bon, très bien. On a dernière question. Je rebondis, tu vois, Laurent, c'est comme ceux, et j'anticipe notamment les Frédéric, Bruno et autres qui vont dire c'est comme ceux qui croient qu'ils peuvent faire des pronostics directement, tu vois. J'anticipe, Laurent. Je rebondis directement, je vais encore donner le bâton pour me faire battre. Dernière question peut-être, parce qu'après on va se laisser effectivement. Alexandre Fridan qui nous dit est-ce qu'il y a des modèles spécifiquement pour des voitures, parce que lui apparemment fait de la Twingo Cup, donc voilà, la Twin Cup, mais qui dit est-ce qu'il y a des voitures qui sont spécifiques à une voiture ou un type de catégorie ou qui sont paramétrables à d'autres? Bon, j'imagine forcément les logiciels stratégie, c'est plutôt endurance. Sprint, c'est assez facile à savoir, évidemment. Alors, nous notre logiciel, on l'utilise dans plein de disciplines. Hein. Notamment, il a été développé pour la Formule E au départ. Hein. Donc, quand même du sprint. Et tu travailles encore en Formule E aujourd'hui, ou il y a énormément de paramètres en Formule E, surtout maintenant avec le mode attaque, par exemple. Ouais, alors, du coup, on travaille... alors, moi, j'ai fait une saison de Formule E l'année dernière pour voir ce que c'était. J'ai arrêté cette année. Comment? Il y avait déjà. Ah oui, si, il y avait déjà le mode attaque. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Donc j'ai arrêté. Par contre, nos logiciels sont utilisés par 4 équipes en Formule E. Donc dans une équipe qui est championne, une qui est vice-championne. Donc là, on est pas mal. Maintenant, pour répondre à la question française, en fait. Un constructeur de groupe PSA et un constructeur de l'Alliance Renault, peut-être. Ouais, exactement. Voilà. C'est vraiment. Après, on a d'autres équipes, hein, notamment on va dire des clients historiques, nos clients historiques qui viennent de l'endurance et qui font de la Formule E maintenant. Bon, bref, je ne veux pas trop citer les gens. Non, d'accord. Mais donc, clairement,
ces logiciels, alors que la Formule 1, c'est du sprint, ces logiciels peuvent être utilisés aussi en sprint. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a, en fait, on avait une version du logiciel qui était assez vieillissante, et donc on s'est dit il faut qu'on reparte de zéro, qu'on en fasse une autre. Le problème des logiciels, c'est que quand on fait des évolutions, au bout d'un moment, c'est comme quand on fait du tuning, on rajoute des trucs, mais au bout d'un moment, c'est moche, quoi. Donc il faut tout refaire. Et donc on s'est dit on repart de zéro, et vu qu'on avait des clients sur d'autres logiciels en Formule E, on s'est dit on va faire un logiciel pour la Formule E au départ. Et puis maintenant, on est en train de développer des fonctions pour faire de l'endurance, pour refaire de l'endurance avec ce logiciel-là. Donc maintenant, il est quasiment prêt pour l'endurance. Normalement, il doit faire les 24 heures de Spa la première année, cette année-là. Maintenant, pour répondre à la question de l'auditeur, notre logiciel, il est adapté à tous les types de courses. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait un chronométreur qui fournisse ce qu'on appelle un feed, donc qui fournisse les données, un flux de télémétrie, enfin pas de télémétrie, un flux de timing, avec toutes les données secteur par secteur, voilà, le pilotant, qu'on puisse récupérer nous et que le logiciel décrypte. Et le problème, c'est que nous, on est obligé de faire des interfaces entre ces logiciels de timing et notre logiciel à nous. Donc pour le moment, on travaille avec Alcamel, qui est le timekeeper le plus connu, qui fait la Formule E, le WEC, l'IMSA, le LMS, enfin tous ces trucs-là. On travaille avec Swiss Timing, qui fait le GT World Challenge et les 24 heures de Spa, et TSL, qui fait le reste de l'Intercontinental GT Challenge. Donc voilà les trois grands timekeepers avec qui on peut travailler. Maintenant, sur son championnat, là, je sais pas qui est le timekeeper, s'il y en a un. Enfin, il y en a forcément un, mais non, mais la Twin Cup, c'est un logiciel amateur qui vient. C'est tellement court comme course, la Twin Cup, que je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire de stratégie. Et voilà. Mais je pense qu'il plaisantait, évidemment. Mais c'était une question d'Alexandre, et merci à lui. Merci en tout cas, Christophe. C'est vraiment très intéressant. Alors, merci Laurent. Merci pour ce Café Endurance Info. Alors, Laurent, tu peux partir, s'il te plaît, pendant quelques instants, parce que je voudrais dire 2 mots à Christophe. On serait la seule. Alors, Christophe, on va s'arranger entre nous. Pendant les courses cette année, je voudrais que tu m'envoies un petit message de temps en temps quand tu analyses la stratégie pour me dire qui va gagner, parce que j'en ai marre de perdre ces pronostics. Voilà, merci à tous. Pas de problème. Mais je te prêterai mon logiciel si tu veux sur une course. D'accord, on fera ça pour regarder un jour. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On a eu, j'imagine, des concurrents à toi qui nous en ont prêté un l'an dernier à Spa, où on voyait notamment les temps de relais des pilotes, etc. La complexité, c'est ce qu'on en avait parlé avec Laurent à ce moment-là. La complexité, c'est de trouver les infos tout de suite, parce que pour un ingénieur, vous êtes dedans. Nous, on regarde les classements, on parle, on regarde ce qui se passe sur l'action, et donc on a très peu de temps pour analyser, en fait. Ouais, mais une fois que tu as compris comment ça marche et que tu mets les fenêtres dont tu as besoin, finalement, tu vas gagner du temps. Lui, il n'a pas compris encore. Hein. Merci Laurent. Heureusement que je suis là de temps en temps quand même pour analyser la stratégie. Je suis très mauvais en pronostic, mais en général dans l'analyse stratégique, on n'était pas trop mal. J'ai suivi les 6 heures de Spa hier avec les infos qu'ont les fans, donc parce que moi j'avais pas le flux de timing chez moi. C'est compliqué quand même de suivre une course d'endurance, parce que notamment ce qui est important, c'est de savoir où on en est dans le nombre de pit-stop et combien il reste de pit-stop à chacun pour savoir qui va gagner la course. Ouais, c'est très difficile. Et même hier, j'ai commenté la course pour la télévision belge. Il y a des moments où on avait 2-3 pit stops d'écart entre certaines voitures qui étaient en même temps en piste. Et effectivement, là, clairement, il y a des moments où je me suis dit, j'aimerais savoir depuis combien de temps, parce qu'avec 29 voitures à suivre, bien sûr. Et je parle même pas des 24 heures de Spa où on en a 70, mais parfois on se dit, mais ça fait combien de temps qu'ils sont là? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller au bout? Est-ce qu'ils vont pas pouvoir aller au bout? Et c'est vrai que c'est des analyses à faire. Maintenant, quand on est en direct, c'est très difficile. On a ce qu'on appelle un race planner, où on voit sur un planning, on voit toutes les voitures et puis quand est-ce qu'elles se sont arrêtées. Et donc du coup, c'est hyper facile de voir quand est-ce qu'elle va se réarrêter. Et on fait aussi des prédictions du futur, donc ça c'est pas mal pour les pronostics. C'est pas mal pour les pronostics. Attention, parce que nous, il a rien entendu, Laurent. Non, mais attention, parce que là, il y a quand même un gros pari en jeu. Donc, il s'est fait torcher l'an dernier. Donc là, cette année, je pense que là, il va falloir redoubler de filouterie pour essayer de gagner. Ouais, mais j'ai trouvé le truc, Laurent. Je trouve que ce
tout ce que nous a expliqué Christophe ce soir, c'était vraiment très intéressant. On voit que le garçon sait de quoi il parle. Et d'ailleurs, comme le propose Bruno Cornet, je propose que Christophe se fasse engager par Hub Auto Corsa pour les 24 heures de Spa, histoire que je me retrouve. Voilà, le pauvre Christophe qui ne doit pas comprendre là où il tombe. Donc Christophe, pour l'histoire, en fait, l'an dernier, on a fait un pari de pronostic avec Laurent avant les 24 heures de Spa, et avec pas mal d'auditeurs d'ailleurs à qui on avait dit mettez les pronostics dans une enveloppe. On avait 25 voitures qui pouvaient gagner. Et donc, j'avais dit à Laurent, mais attention, cette Ferrari Auto Corsa, il y avait Nick Cassidy, il y avait Nick Foster, notamment dessus. Je me souviens plus du troisième pilote, mais je trouvais que c'était solide. Ils avaient gagné. Pardon? Daniel Serra. C'était Daniel Serra, oui, exact. Donc c'était quand même 3 solides pilotes. Ils avaient gagné la course de Suzuka, pas de Suzuka, Intercontinental à Laguna Seca. À Laguna Seca, voilà. Ils avaient gagné Laguna Seca. Donc j'avais dit à Laurent, mais cette Ferrari-là, il va vraiment falloir la suivre. Et je lui avais dit en riant, je miserais bien et je pronostiquerais bien. C'était pas elle que j'avais fait, mais je pronostiquerais bien la Ferrari Auto Corsa. Et en fait, je ne sais plus si c'est Foster ou Cassidy, mais il y en a un qui a mis la voiture dans le rail après 1h20. Et donc l'histoire était réglée. Voilà. Et depuis lors. Sans ça se trouve, il gagnait. Hein. Mais je suis sûr. Mais merci. Arrive, oui, je suis d'accord. C'est sûr. Voilà, merci en tout cas Christophe pour ce live vraiment très très intéressant. Ça permet de voir à quel point la gestion d'une course est compliquée. Et puis il y a un truc qui me plaît dans ce qu'on a fait ce soir, c'est de montrer que le sport auto, c'est avant tout un sport d'équipe. Alors on parle beaucoup des mécanos, on parle beaucoup évidemment de tout ce qui se passe derrière, mais plus que tout, c'est un sport d'équipe et surtout en endurance où il faut que tout soit parfait. Je vais revenir à Christian Loriot avec qui tu travailles régulièrement chez Bentley, qui m'a dit après la victoire aux 12 heures de Bathurst, il m'a dit tu sais ce genre de course, on peut les perdre par malchance, mais on ne les gagne jamais par chance. Et je trouve que finalement, c'est un bon résumé. Merci Laurent. Merci Christophe. Merci. Ah ben c'est fini. Bon, on en fera peut-être un autre café stratégique parce que à l'occasion, on aura l'occasion d'en faire un et réanalyser par exemple, pourquoi pas après les 24 heures de Spa. Merci à François Mercier qui a assuré la partie technique depuis plus d'1h30 maintenant et qui est devant sa console. On va le libérer, le pauvre François également. Merci vraiment à toutes et tous de nous avoir suivis une fois encore et on vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain café, Laurent. Alors nous, ça va être compliqué de faire des cafés le dimanche soir désormais parce qu'on va enchaîner les meetings de course. Ce sera Nogaro la semaine prochaine, Laurent, ensemble pour le championnat de France FFS AGT. On vous invite à le suivre avec nous, bien sûr. Dans 3 semaines, nous serons sur le Nürburgring pour le GT World Challenge Europe. On enchaînera ensuite par Manicourt. Nous serons, il y aura Le Mans, il y aura Zandvoort, il y aura les TSD des 24 heures de Spa. Enfin bref, on va pas s'ennuyer durant les prochaines semaines. J'ai regardé, Thomas, jusqu'à début novembre, on passe tous les week-ends ensemble, sauf un. Ah, mais je vais te voir beaucoup plus que ma femme, en fait. Oui. C'est le drame. Ah, c'est le drame. Bon, allez, arrêtons de parler de nos vies. On se donne rendez-vous, en tout cas pour les directs du Championnat de France FFS AGT. Comme toujours, vous pourrez les suivre en direct sur la page, je pense, YouTube GT World. Et sinon, évidemment, toutes les infos sur la page Facebook. Et on espère faire un pic café aussi sur les Total 24 heures de Spa assez rapidement aussi. Et on espère un pic café normalement mardi, si tout va bien. Mardi. Ouais. Donc dans 48 heures, on se retrouve. Et en plus Christophe, je rebondis juste, on fait un pic café sur les 24 heures de Spa et mardi soir, je suis à Limoges. Ah, ça c'est bien ça. Tu vois? Est-ce que tu auras du réseau là-bas pour faire ça? Ah, quand même. Non, je rigole. C'est pour suivre le Tour du Limousin. Ah ouais, très bien. Voilà. Allez, voilà. Merci en tout cas. Rendez-vous donc pour le pit café des 24 heures de Spa. Ce sera, attention, c'était pas sur la page Endurance Info, c'est sur la page des 24 heures de Spa, des Total 24 heures de Spa. Ce pit café avec ce même principe. Laurent, on doit en reparler un peu. On va essayer d'avoir un invité, notamment aussi qui sera peut-être de Limoges. Qui sera peut-être de Limoges. Allez. Un pilote. Ouais. Paul Petit. Non. Un ancien vainqueur de catégorie des 24 heures de Spa. Qui a gagné en Pro-Am et en Am. Je sais pas. On en reparlera. Allez, merci. En attendant, les lunettes sont lancées. Merci à tous. Bye bye, bonne soirée. Merci, bye bye. Merci, au revoir.